Ciné-Guinguette, Ciné-Guinguette. Bien, bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette troisième masterclass Ciné-Guinguette avec le partenariat de Wheel of Words et du Short Film Corner. Cette troisième masterclass a pour sujet la distribution numérique, plus précisément l'avenir du cinéma à l'heure de la distribution numérique, c'est-à-dire VOD, SVOD, etc. Tous ces nouveaux supports qui à la fois donnent envie et suscitent certaines inquiétudes chez les professionnels, notamment en France. Donc on va en parler avec trois invités prestigieux. Je commence à ma gauche par David Frankel, producteur chez Cinedoc, je l'ai bien dit. Olivier Jollet, Watchever Allemagne, le Netflix allemand d'une certaine façon. Peut dire ça comme ça. Et Alexis de Randinger, Under the Milky Way, cofondateur d'Under the Milky Way. Je vais vous demander à chacun de vous présenter et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Alors vous présenter, c'est un petit peu votre parcours et la spécificité de vos sociétés respectives. On commence par David. Bonjour, donc moi je suis David Frankel. On a monté une boîte, mon associé et moi, il y a 3 ans, qui s'appelle Cinedoc. Une jeune boîte française de production de films, des films d'auteur, enfin des films qui nous plaisent. Avant j'ai travaillé 8 ans chez Why Not Productions, un des plus gros producteurs indépendants de films français. J'étais un directeur financier et voilà, on part faire des films à l'heure où c'est peut-être de plus en plus compliqué, mais en même temps ça ouvre des perspectives. Olivier Jollet, donc moi je suis responsable marketing et cofondateur de Watchever, qui est un service de SVOD en Allemagne, qui est leader sur le marché allemand, qui est à l'heure actuelle uniquement sur l'Allemagne. Et donc moi j'ai passé toute ma carrière dans le monde du digital et de l'entertainment, puisqu'avant j'étais chez Universal Music pendant 7 ans, 8, où je me suis notamment occupé de monter tout le business du digital à l'époque des Napster, Audio Galaxy, etc., où il n'y avait pas iTunes, où il n'y avait pas YouTube. Et donc le monde a bien changé depuis. Bonjour, je suis Alexis de Randinger de Under the Milky Way. Under the Milky Way, c'est une société qu'on appelle un agrégateur de films, distributeur de films en digital dans le monde. Moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans le groupe Canal+, à la fois à la chaîne Canal+, pendant 7 ans et 7 ans au Studio Canal, donc le leader de la distribution et de la production de films européens. Et 7 ans, donc 5 ans aux États-Unis à Los Angeles. Et puis 2 ans en France. Donc voilà, je suis basé à Los Angeles et je m'occupe principalement de la distribution des films aux États-Unis, en digital. Je reprends la main. C'est bien, on peut monter, ça n'est pas en direct et ça c'est parfait. Alors, on va commencer juste par une première question. J'aimerais que vous nous fassiez, alors peut-être Olivier et Alexis, un état des lieux dans vos pays respectifs. On va parler d'Europe et ensuite on parlera un petit peu des États-Unis parce que évidemment il y a toujours une longueur d'avance aux États-Unis. État des lieux de ce marché de la SVOD, où en est-on de la SVOD et du dématérialisé en général, et quelle évolution vous observez actuellement dans les tendances, et notamment ce qui va intéresser les réalisateurs et les producteurs qui nous regardent, dans quelle mesure vous allez désormais intervenir de plus en plus en amont des productions, puisque c'est le grand enjeu, c'est comment ces nouveaux acteurs de la distribution vont rentrer dans le financement des films. Mais d'abord un petit focus sur le marché avec Olivier. Moi je vais parler uniquement de l'Allemagne, et notamment aussi de Watchever. En fait on a lancé notre offre il y a 1 an et demi maintenant sur l'Allemagne, avec une offre qui est à 9 € qui permet à tous les utilisateurs de streamer en illimité films et séries et contenus pour enfants. C'était un gros défi en fait quand on a décidé de lancer cette société, parce que beaucoup nous ont dit vous allez vous casser les dents, c'est compliqué, est-ce que les gens veulent s'abonner, il y a déjà des offres de télé payantes, etc. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait la place sur le marché allemand, qui est beaucoup moins avancé que le marché américain par exemple, où il y a effectivement un Netflix qui est là depuis des années. C'est très difficile de comparer les États-Unis avec l'Europe et notamment l'Allemagne, qui est un pays un petit peu plus, pas en retard, mais qui a la courbe d'adoption un peu plus longue. Et on s'est rendu compte effectivement que les fans de cinéma, les fans de séries étaient fans de notre produit et consommaient en fait, streamaient à hauteur à peu près de la manière dont ils consomment la télé en fait. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs actifs qui tous les jours reviennent, streament plusieurs heures, etc., à l'image de ce qu'on peut voir dans la télé.
et que cette dématérialisation, elle est super intéressante à la fois, je pense, pour le consommateur, puisqu'il a accès à plus de contenu qu'avant. On a quand même un sujet qui est problématique à l'heure actuelle, c'est que la place, alors je pense que David sera plus à même d'en parler, mais il y a de moins en moins de débouchés ou de possibilités de passer en télé, il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité, etc. Rentrer en cinéma, en salle, peut être difficile, et effectivement le digital permet de nouvelles formes de distribution et une visibilité pour les nouveaux, pour les producteurs, pour les réalisateurs, et l'accès à des nouveaux contenus pour les consommateurs. Et on voit par exemple sur Spotify qu'il n'y a jamais eu autant de groupes qui ont été écoutés depuis que Spotify existe. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant, quoi. Alors peut-être juste pour expliquer Under the Milky Way, pour expliquer avant le marché qui on est exactement. Donc un agrégateur, c'est un middleman, c'est-à-dire on rend un service entre les ayants droit et les plateformes. C'est-à-dire qu'on essaie de rendre disponibles les films sur ce qu'on appelle les plateformes digitales globales, qui sont un peu comme des magasins en ligne, qui sont iTunes, qui sont Netflix, qui sont Google Play, qui sont Amazon. Donc on fait un peu ce milieu entre ces ayants droit et les services. Donc sur ce marché, c'est vrai que le digital a fait beaucoup changer le mode de distribution des films. Donc nous, notre plateforme, notre service, il est global. En fait, on est un peu partout dans le monde, donc en Europe et aux États-Unis. Donc moi, je m'occupe plus principalement des États-Unis. C'est vrai que quand on a créé la société il y a 4 ans, moi, c'était un peu une sorte de frustration que j'avais aux États-Unis, c'est que j'avais pas accès à tous les contenus qui se faisaient en Europe, soit les films français, les films européens, très peu arrivaient via le réseau traditionnel, en fait. C'est-à-dire le réseau traditionnel, c'est-à-dire via la salle, la télé, le DVD et in fine le digital. Donc l'idée, c'était vraiment prendre des contenus européens et les mettre directement en digital aux États-Unis. Et faire dans un sens aussi dans l'autre sens, pareil, prendre des contenus américains et les faire distribuer par exemple en Europe directement en digital. Donc c'est un peu cette espèce de réseau de distribution de films qu'on a créé. Alors c'est vrai que le marché aux États-Unis est assez en avance pour parler de la SVOD, puisque Olivier parle plus précisément de la SVOD. C'est vrai que Netflix est un acteur assez présent depuis, il vient du DVD, donc c'était facile, mais au début c'était un acteur de DVD, donc ils ont pu avoir beaucoup d'abonnés, etc. Et quand ils sont passés en digital, c'est vrai que c'est là, ils n'avaient pas beaucoup de concurrence en fait. On les a pas vus vraiment venir. Donc c'est vrai que là ils ont maintenant à peu près 30 millions d'abonnés, je dirais, aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est un petit peu atypique par rapport à l'Europe, où justement en Europe ils n'ont pas eu cette espèce de passé où justement ils avaient déjà créé en fait déjà des abonnés via leur livraison de DVD. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'en Europe ça fait que ça cristallise un peu les choses, puisque c'est surtout en France ça va changer beaucoup de choses. Mais aux États-Unis c'est un acteur qui est connu. Enfin voilà, je pense que tous les jeunes, tous les étudiants, etc. ont Netflix, quoi. C'est quelque chose qui est dans les mœurs depuis très très longtemps. Donc ça c'est un peu sur les États-Unis. Bon, après je sais pas sur l'Europe, moi je suis un peu moins... Juste ce que je veux dire, c'est que bon, là je suis, on est beaucoup de producteurs français ici. Bon, aujourd'hui, en gros, j'ai l'impression que Internet fait flipper, tout simplement. Internet fait flipper les producteurs de ciné, peut-être comme il y a 5-6 ans, ils faisaient flipper les producteurs de disques, les fabricants de disques. N'hésitez pas à parler un peu plus fort, on me fait signe en régie. D'accord. Donc voilà. Non, mais je dis juste que voilà, Internet fait peur. Alors Internet fait peur, comme à mon avis à l'époque quand les télés sont apparues, les gens se disaient plus personne va aller en salle. Aujourd'hui, on a des entrées salles en France qui sont à peu près équivalentes à avant l'apparition des chaînes de télé. Puis après, quand la VHS est apparue, les gens se sont dit la même chose. Ça a quand même marché. Là, la différence, et donc moi la question qui m'intéresse et là où je vous interpelle, c'est en gros, il va falloir trouver un système, et elle fait peur juste parce qu'on a l'impression que les gens vont donner des films sans avoir de remontée de recettes à l'arrivée. Que tous les autres acteurs qui sont déjà mis à mal, alors on va commencer par Canal, qui est attaqué à gauche par le foot avec Bein, à droite par le porno avec YouPorn, puis bientôt en France avec les séries via Netflix, eux vont trouver en tout cas auront des arguments pour dire nous on peut plus s'engager, et sachant qu'il y a quand même jusqu'à pas très longtemps c'était quand même 20-25% du financement d'un film. Canal en fin des années 90 il a acheté 8 films français sur 10, là c'est 1 sur 2, donc c'est quand même assez différent. Les chaînes de télé qui ont des investissements qui sont liés à leur chiffre d'affaires, moins il y a de pubs sur la télé parce que
légitimement les grandes marques vont sur Internet parce que c'est là où quand même se trouve le marché, moins ils investissent dans la création française. Donc voilà, donc on a aujourd'hui la situation, en tout cas la façon dont les producteurs réfléchissent, et se disent bon, la salle, ça, pour l'instant ça tient, les télés qui sont quand même un acteur majeur du financement en France, voilà, on voit qu'on arrive on a tiré jusqu'au bout, ça va peut-être encore tenir 5 ans, 10 ans, mais voilà. Et on a des géants qui arrivent, les Google, les Netflix, les Amazon, bientôt Watchever, etc., qui ont pas les mêmes qui ont aucune obligation d'investissement pour l'instant. Donc nous, en tant que producteurs, par exemple, quand Netflix signe une série, je crois, avec Gaumont, on se dit bon bah il achète le truc de se dire il va vouloir communiquer en France. Enfin, c'est plus de la com qu'autre chose. Je sais pas, bon, c'est un peu la sensation qu'on peut avoir. Et donc on se dit voilà, moi demain j'ai un film. Si les chaînes de télé se retirent, c'est un film qui est pas forcément, enfin c'est pas Iron Man ou Spider-Man où je pense que le modèle sur des films comme ça peut marcher. Comment faire? Et en même temps, ça peut être génial Internet parce que dans les salles, les films dégagent en général au bout d'une semaine, donc on n'a plus le temps d'avoir du bouche à oreille. Internet, ça peut permettre aussi une visibilité beaucoup moins cher qu'en salle parce que les frais de sortie, voilà, les gens doivent investir sur Internet et pour l'instant en France c'est pas le cas. Voilà, les distributeurs n'ont pas encore compris le truc. Donc voilà, ça peut être à la fois une opportunité énorme, y compris pour les petits films, les films indépendants, enfin les films qu'on aime aller voir. Mais la question qu'on se pose, moi la question que je me pose, et surtout avec la SVOD, c'est à la fin, il va falloir quand même que mes recettes me permettent au moins d'atteindre mon coût de fabrication, voire même de pouvoir après créer une marge pour réinvestir, pour refaire de la création, parce que sinon les tuyaux seront plus voilà, il y aura plus d'œuvres qui pourront être fournies, quoi. C'est sûr que bon, je peux comprendre que Internet puisse faire peur à des ayants droit. Moi je le vois plutôt comme une opportunité là. En fait, je me dis que bon, ça permet vraiment de faciliter la circulation des films. Avant, il y a des films pour avoir un accès à un producteur qui voulait avoir son film disponible sur, je sais pas, plus de 10 territoires. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Hein, voilà. Donc maintenant, je pense qu'avec Internet, toutes ces plateformes globales, elles sont disponibles. Par exemple, si je prends l'exemple d'iTunes, dans plus de 100 territoires. Donc, je sais pas, avec un film en langue anglaise ou un film en langue, par exemple, espagnole, ce film peut être disponible dans maintenant presque plus de 60 territoires. Donc, si on prend tous ces petits des consommateurs qu'on peut voir un peu partout dans tous ces pays-là, toutes ces petites niches ensemble, ça ferait voilà, on va trouver une nouvelle communauté pour ce type de film. Donc pour l'instant, c'est vrai que le digital est encore petit, c'est vrai que il faut dire les revenus sont encore assez faibles, mais bon, il n'y a pas de raison que quand on voit toutes les statistiques et c'est vrai que le DVD est en train de baisser partout, ça c'est sûr, la salle aussi dans certains territoires, je pense que il n'y a pas de raison que le digital ne va pas prendre ce relais. Voilà, ça, c'est ce que moi je vois les choses comme ça. Et nous de plus en plus, c'est vrai qu'on distribue, pour l'instant on distribue presque 2000 films dans le monde. Donc c'est à la fois des gros films comme je sais pas, Twilight ou Hunger Games, et des tout petits films indépendants, des documentaires. Et bon, je pense que c'est des revenus que ces producteurs ne s'attendaient pas du tout à avoir. Bon, Je vais juste donner un exemple pour les revenus auxquels on ne s'attendait pas à avoir en fait. Il y a 2 ans, je présentais un petit film ici qui était sélectionné à la semaine de la critique, qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy, qui a énormément bien marché, qui a été très bien financé en France d'une part, c'est-à-dire que Canal l'a acheté, on a eu le CNC, mais il a été aussi acheté par d'autres chaînes à l'étranger, des éditeurs vidéo, mais ça en Grande-Bretagne, au Japon, etc. Enfin bref, on arrive sur un film où on a pu à peu près lever entre 100 et 120 000 euros. Ce qui est pas mal. C'est un film qui a eu tellement de succès qu'on l'a retrouvé parfois sur YouTube, traduit en russe, puis en Espagne, etc. Et pour parler de l'Espagne, il y a un gros acteur de SVOD qui s'appelle Filmin, qui a quand même pignon sur rue, qui à un moment nous contacte pour nous dire voilà, on veut le prendre. Et puis 6 mois après, je reçois un premier décompte.
et je les rappelle parce que je me dis, je pense qu'il y a une erreur. Là, le truc marche et vous me reversez 2,23 €. Donc un peu moins que ce que ça a dû coûter de s'appeler, imprimer un contrat, l'envoyer, etc. Donc j'aurais dit, bah, vous l'aurez plus. Et je pense que là, effectivement, il y a énormément d'opportunités, mais il faut juste qu'il y ait, et je pense que ça peut être la force des acteurs de SVOD, c'est de assez vite communiquer vis-à-vis des ayants droit en disant, voilà, faites-nous confiance, on va être très transparent avec vous, on vous les achète tant. Enfin, au moins la VOD a un avantage, c'est-à-dire que c'est assez clair, c'est un acte. Bon, la différence globalement entre la VOD et la SVOD, c'est que la VOD c'est comme du DVD. Quand on achète un DVD à la Fnac, on paye tant. Si on en achète deux, on en achète 2 fois plus. La SVOD c'est plus comme un abonnement à la bibliothèque où on peut se servir autant de fois qu'on veut dès lors qu'on paye son abonnement. Et je pense là, en ce moment, en tout cas, les producteurs ont besoin d'avoir des infos, d'être assurés par rapport à ça, quoi. Alors, c'est super intéressant. Je pense que les 2 €, c'est un peu de l'arnaque là. Nous, on n'a jamais donné que 2 € sur un film. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire en fait entre tous les acteurs sur les financements, sur quel doit être le cycle de vie d'un produit. Alors la France c'est un cas particulier puisqu'il y a une chronologie des médias qui est inscrite dans la loi, etc., qui est clairement un facteur qui bloque le développement de la SVOD et qui bloque de fait aussi potentiellement la volonté d'aller investir, parce que investir pour avoir un film dans 36 mois, ça n'a pas beaucoup de sens, honnêtement. Donc il y a un vrai sujet à faire à ce niveau-là, qui est dans le rapport justement qui a été donné au gouvernement, qui est de dire comment les acteurs doivent se placer dans la production, quel est le rôle d'un pay TV, quel est le rôle d'une chaîne publique, quel est le rôle de la SVOD dans tout ça. Je pense qu'à terme, la SVOD va investir dans le cinéma. Nous, c'est en Allemagne, on l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, on va produire aussi notre premier contenu original, à l'image de ce qu'a pu faire un Netflix avec un House of Cards, qui est une super série. L'avenir va là. Mais après, ça c'est sur une série originale qui potentiellement... Alors la série, c'est sûrement un format plus simple pour la SVOD que le film. Mais même dans le film, il y a des opportunités de financement, mais qui doivent être liées aussi à les fenêtres de diffusion. Si on reste dans ce qui est figé à l'heure actuelle, de dire bon, ça sort en salle, 6 mois après ça va sortir en VOD, puis sur les chaînes payantes, puis sur les chaînes publiques, et à la fin tout va arriver, ça va arriver en SVOD. Le but de la SVOD, c'est pas d'être la dernière roue du carrosse et d'être le dernier dans le cycle de vie d'un produit, d'un film, comme le tien par exemple. Nous, on n'a pas vocation à être la dernière roue. On veut être aussi la première roue du carrosse, on va dire. C'est-à-dire, on veut être proche parce que nos utilisateurs veulent regarder ces films. Ils sont prêts à payer, ils payent déjà pour regarder des films. Et donc, il faut juste trouver, je pense, le bon système. Il faut que, je pense, tous les acteurs se mettent à un moment donné autour de la table et disent bon, comment on doit avancer dans l'industrie du cinéma, en sachant effectivement que dans le monde du digital, on n'est pas sur des abonnements à 30 ou 40 €. Donc la participation, elle ne peut pas non plus être à la hauteur de ce que peuvent parfois mettre des chaînes payantes à l'image d'un Sky ou d'un Canal, etc. sur l'Europe. Mais t'as raison. Enfin, je pense sur la chronologie des médias, ce que disait, je sais pas si vous avez lu le rapport Bonnel là, qui a été remis à la fin de l'année dernière. Il proposait, je trouve ça vraiment plutôt intelligent, de dire voilà, si un acteur n'investit pas, et ben du coup le créneau de temps qu'il avait disparaît. Exemple, s'il n'y a pas d'investissement de chaîne en clair par exemple, on fait remonter d'autant la SVOD. Si Canal n'investit pas, pourquoi attendre autant de temps? Et c'est vrai que moi je trouve ça plutôt pas mal, parce qu'effectivement oui, tu arrives 36 mois après, le film il est un peu cuit, ou peut-être considéré comme un peu cuit, quoi. Juste un point, je pense, qui est quand même intéressant par rapport à ta peur de l'internet. Alors, je pense qu'il faut différencier les gros blockbusters américains. Là, on est sur ou même un gros blockbuster français, où on est sur des prods qui coûtent des dizaines, des centaines de millions d'euros.
où là effectivement, alors là on est sûrement sur un projet assez complexe, comment la SVOD peut arriver. Là je vois assez mal comment un film peut arriver très rapidement à un The Hobbit ou Twilight très rapidement en SVOD, parce que là ça va peut-être à l'encontre du financement. Et après il y a tout ce qui est film d'auteur, documentaire, pour potentiellement les short movies. Et je pense que là il y a un sujet intéressant, parce que l'avantage de la SVOD, c'est qu'on a des abonnés qui sont actifs tous les jours. On connaît nos utilisateurs. C'est un sujet qui a un gros problème de la télé. La télé connaît pas forcément son audience, alors que nous, on sait exactement ce que regarde chaque utilisateur, quelle note il va donner à tel film, etc. Donc on a une connaissance très pointue de chaque utilisateur. Et donc on a aussi on a une audience qui est à un instant T toujours très importante. Et qu'on n'a pas le stress d'une chaîne télé en disant je vais pas programmer ce film parce que je vais pas faire de rentrée publicitaire. Nous, on peut programmer un film dans notre service en disant on croit à ce film, on croit à ce documentaire, on croit à ce jeune réalisateur. Et donc je pense qu'il y a un sujet super intéressant dans la création, où on peut effectivement, la VOD peut être un vecteur pour booster les jeunes talents. Puisqu'on peut donner une visibilité importante, hein. Quand tu disais 30 millions Netflix aux États-Unis, s'ils poussent un contenu d'un jeune réal en homepage, potentiellement c'est 30 millions de personnes qui connaissent tout d'un coup le nom d'un nouveau réalisateur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez prodigieux, qu'offre la SVOD, et qui va changer aussi l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un mix à trouver entre le mode production et promo, parce qu'on je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet qui va permettre de booster la création aussi. Non, c'est vrai, une des qualités aussi d'Internet, c'est qu'on a vraiment maintenant accès, on sait qui consomme les films. Avant, on l'avait pas du tout. Il y a une transparence qui est totale maintenant. C'est vrai que là, il n'y a aucune raison. On peut savoir exactement qui est-ce qui a acheté, où il l'a acheté, dans quel pays, à quel moment, etc. Donc ça, je pense que à l'époque plus traditionnelle, on payait un MG, puis derrière, on ne savait pas ce qui se passait du tout derrière. Maintenant, on peut avoir directement des revenus, savoir d'où ils viennent. Et ça, il n'y a aucune raison qu'Internet de ne pas le savoir. En fait, donc je pense que c'est un vrai avantage, et le producteur, je pense, a envie de savoir ce qui se passe derrière. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà, je pense que là-dessus, c'est une vraie opportunité. Non, mais les producteurs, je pense, sont d'accord pour dire que ça peut être une vraie opportunité. C'est-à-dire, ça peut être une menace, ça peut être une vraie opportunité. C'est un outil, c'est comment on l'utilise. Après, c'est vrai que en France, la situation, elle est un tout petit peu tronquée par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que là, j'étais récemment en Italie pour la sortie d'un film qu'on a produit, Le Dernier des Injustes, de Claude Lanzmann, qui est donc un documentaire de 3h38, qui n'aurait pas pu, sauf via des mécènes, à mon avis, se produire ailleurs qu'en France. Et le distributeur italien était très content de l'arrivée prochaine de Netflix dans son pays, parce qu'il dit pour des films comme ça, c'est une opportunité. Et quand je lui ai dit, effectivement, en termes de visiter, ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi en France une menace par rapport aux autres financiers qui se retireraient. Et quand je lui ai dit j'ai pas les chiffres exacts, mais qu'une chaîne, Canal+, met à peu près 150 millions d'euros par an dans le cinéma, c'est unique au monde, ça. C'est-à-dire que on a aussi, et c'est pour ça peut-être que la frilosité des producteurs français est plus grande qu'ailleurs, c'est-à-dire que les autres, ils ont rien à... Ils ont moins à perdre, surtout sur des films comme ça. Donc effectivement, des films comme ça qui n'ont pas de visibilité en salle, mais ce qui est le cas de 80% des films sélectionnés là à côté, quand même. Ils se disent Netflix ou d'autres gros de l'internet peuvent représenter une opportunité. Et nous, Français, on réagit par rapport à la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire un système quand même très protégé, et où, pour ce genre de film, par exemple, jamais, à mon avis, un Netflix ou un Watchever aurait pu mettre ce que Canal a mis. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes obligations d'investissement, etc. Donc la crainte en France est particulière en plus. Je rebondis un peu sur ce que vous dites. J'ai l'impression du coup de comprendre, d'observer une petite contradiction finalement entre un système qui serait vertueux, et Olivier parlait de Spotify. En effet, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a jamais eu autant de possibilités pour un groupe de musique aujourd'hui d'exister, puisqu'il peut bypasser totalement les maisons de disques, ou en tout cas le système traditionnel. Donc en effet, Spotify permet à des tonnes de talents d'émerger.
Et donc cette opportunité, c'est un vrai argument aussi pour le cinéma dans l'absolu, de se dire bah oui, il y a des systèmes de distribution qui permettent d'exister indépendamment de la salle, de la télé, etc. Mais en même temps, on a tous compris que produire un disque coûtait beaucoup moins cher que produire un film. Or, les deux systèmes sont grosso modo vendus au même prix. Et est-ce que c'est pas là finalement, est-ce que le problème n'est pas une question de coût? C'est-à-dire que ça me coûte la même chose à peu près, à quelques euros près, d'être abonné à Spotify ou d'être abonné par exemple à un Watchever, alors que dans un cas j'ai accès à de la musique qui coûte X et dans un autre cas à des films qui coûtent X puissance, enfin beaucoup plus cher. Est-ce que c'est pas là finalement, est-ce que le nœud du problème n'est pas purement dans le pricing de ces offres? Je jette volontairement le pavé dans la mare. Là, je vais passer c'est toi qui auras peut-être la réponse, mais en plus ayant bossé dans les deux industries. Non, mais avant déjà, je reviens sur Spotify, c'est-à-dire que toute la question va être quand même sur la répartition à un moment des revenus, c'est-à-dire entre les fabricants et ceux qui vont distribuer. C'est quand même ça, ça va être ça le nœud du problème. Spotify, ça fait émerger des talents qui auraient peut-être pas pu émerger autrement parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les bacs de la Fnac ou à la radio, c'est possible. En même temps, il y a une différence entre visibilité et remontée de recettes. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé pour des petits labels aussi de musique. On avait fait, je me rappelle, à l'époque, un disque de Julie Delpy qui avait fait 20 000 ventes. Bon, c'était à l'époque où le CD se portait plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est qu'avec 20 000 ventes, tu peux commencer déjà à vivre un peu de ta musique. Aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, on parle plus en millions de vues qu'en nombre de CD vendus. Qu'est-ce que ça implique pour les artistes, déjà? C'est-à-dire que visibilité ne veut pas dire pouvoir vivre de son art. Puis pour l'autre question sur le fait qu'effectivement... Ça coûte à peu près autant d'acheter un disque qu'un film, alors que ça coûte un peu plus cher à produire. Je te laisse répondre. La question difficile. C'est assez dur parce qu'il y a pas mal d'études de marché qui montrent que quand on est au-dessus de 10 €, il y a une vraie barrière en fait au niveau des consommateurs. Donc il y a un moment, des sociétés comme la nôtre ou comme tous les acteurs de la VOD, ils doivent se poser la question, est-ce qu'on veut être plus cher et finalement accéder à moins de personnes, ou est-ce qu'on veut être un peu moins cher et avoir la possibilité d'avoir des millions d'abonnés? Et c'est une vraie question. Alors effectivement, si on était arrivé avec une offre à 19,99 et peut-être on paierait plus cher tous les films, au final, vraisemblablement, on n'aurait pas forcément plus de moyens parce que le nombre d'abonnés qu'on pourrait avoir serait vachement réduit au vu du prix en fait. Donc en fait, c'est un peu une équation mathématique. Le prix, moi je suis d'accord que c'est pas très cher. Quand on voit un 9 €, nous ça coûte 8,99 € pour la quantité et la qualité surtout de contenu qu'on a dans notre service. On a, je sais pas, environ 13 000 contenus, on a plus de 2000 films, on a des milliers d'épisodes de séries, des super séries à la Breaking Bad, les Walking Dead, Dexter, etc. qui sont des séries forte valeur ajoutée, à fort coût de production aussi. Oui, c'est pas cher. Après, il y a ce modèle économique qui fait que faut se poser la question où est-ce qu'on va. Et je pense que le marché, effectivement, est dans cette zone-là. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que Netflix a annoncé récemment aux États-Unis qu'ils allaient augmenter leur prix. Ce qui pour le cas, c'est une première dans le monde digital parce que normalement c'est assez rare d'augmenter son prix. C'est une chose que dans n'importe quelle industrie d'ailleurs, c'est assez rare de dire j'ai un prix, mon prix le plus bas et je l'augmente. Et là pour la première fois, Netflix va le faire, notamment parce que les coûts contenus deviennent de plus en plus élevés. Et donc le modèle est en train de se former, donc pour l'instant c'est assez dur d'y répondre. Je pense que l'avenir nous dira un petit peu où le juste milieu est, mais c'est assez difficile. Bon, c'est sûr que Internet c'est nouveau, donc il faut que le marché se crée. Mais c'est vrai que par exemple Netflix, je dis 30 millions aux États-Unis, mais je crois que c'est 40 millions dans le monde. Enfin, ils sont en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada, un petit peu en Europe. Mais déjà, c'est par rapport à HBO, Showtime aux États-Unis, c'est plus que Showtime et HBO. Alors c'est moins cher évidemment. Pour l'instant, je pensais que l'économie elle est plus sur des films à petit budget. Ça, c'est sûr que dans le digital, nous, ce qu'on voit, ce qu'on remonte comme recette, on pense par exemple sur les films indépendants ou les documentaires, il y a une vraie économie qui est en train de se créer.
Pour les films un peu plus gros, c'est plus compliqué, c'est sûr, à l'heure actuelle. Donc on a toujours besoin des réseaux traditionnels, je dirais, pour exister. Mais un film uniquement en digital, pour l'instant, c'est vrai que ça marche que sur les... Parce qu'on parle de ce concept un peu low budget, high concept aux États-Unis, c'est un peu ça qu'on recherche à faire. Mais voilà, sur les productions, enfin, type qu'on entend par rapport sur le marché européen, c'est clair que c'est pas encore adapté, je pense. Mais bon. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ce serait possible, parce que bon, c'est vrai que déjà la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la VOD va pouvoir va cohabiter avec la SVOD, ou est-ce qu'à un moment la SVOD va remporter, enfin en tout cas ça va devenir le modèle dominant. Moi j'ai une question, par exemple, UGC, quand ils ont sorti leur carte illimitée, c'est un peu similaire à la SVOD pour le consommateur en tout cas, c'est-à-dire qu'il paye un abonnement et puis après il peut aller au cinéma autant de fois qu'il veut. Alors après la différence pour l'ayant droit, c'est que en gros on a dit aux distributeurs et donc aux producteurs, on va vous garantir un prix. Alors le prix sera évidemment beaucoup moins élevé que si c'était un ticket qu'on achetait plein tarif, mais c'est je crois un tarif qui est à 4,50 € ou 5 €. Voilà. Est-ce qu'on pourra, à votre avis à terme, aller sur un système comme ça, c'est-à-dire que pour l'abonné, il paye un abonnement et il a accès à peu près à tout, et pour l'ayant droit, il percevra vraiment en fonction de ce que les gens auront réellement vu. C'est assez, enfin, j'ai pas forcément la réponse à ça en fait. Je pense que c'est pas forcément le modèle le plus intéressant pour le producteur, parce que à l'heure actuelle, on est pas mal sur des modèles de flat fee qui au moins garantissent un minimum, un niveau au producteur. Alors effectivement, si le film fait un carton en digital, peut-être que le producteur ou l'ayant droit aurait pu avoir plus. Néanmoins, il a au moins une garantie de revenus à négocier en amont. Et je pense que le problème d'un modèle lié à la consommation, on arrive aussi sûrement à des cas comme le tien en Espagne, où tu te retrouves avec un reporting à 2,68 €. Ce qui pose quand même un vrai problème à ce niveau-là. Donc je pense c'est assez délicat parce que de le faire à la consommation. Je pense que la VOD, de fait, là on est sur un prix à l'unité, donc ça c'est assez logique. À l'image du download ou quand on achète un CD, voilà, ou quand on prend un ticket de cinéma, etc. Sur la SVOD, je pense qu'on est obligé d'être un peu différent parce que la consommation est aussi différente. C'est-à-dire qu'on est un peu aussi dans du zapping, on est dans une consommation proche de ce que font les gens à la télé, c'est-à-dire je suis à la télé, je zappe, je vais commencer un truc, finalement je vais peut-être pas le finir et je vais passer sur un documentaire parce que le modèle le permet et je paye pas à chaque fois que je veux regarder un contenu. Donc on a une manière de consommer qui est différente, qui est proche de la télé, et donc de fait le modèle économique doit être aussi par rapport au financement et aux achats des contenus doit être aussi un peu différent, je pense. Juste une question, alors je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles tu peux communiquer, Olivier, mais on a une idée justement sur un abonné type, en gros en moyenne, combien de contenu réellement il va regarder, j'allais dire entièrement, parce que tu as raison, il y a plein de gens qui démarrent un truc, 15 secondes ils arrêtent. Est-ce que on a une idée de ça on le sait sur les cartes illimitées par exemple, mais sur la SVOD c'est peut-être plus compliqué à définir. Alors, je le sais, mais je ne peux pas communiquer dessus. Ce qui est sûr, en fait, ce qui est vraiment intéressant nous dans notre service, c'est je pense que alors on a un positionnement très, très série aussi, et je pense que la SVOD est c'est un vrai bonheur pour les fans de séries, parce que c'est quand même assez frustrant de regarder une série et d'attendre une semaine pour voir la suite. Le fait d'avoir accès à plusieurs saisons d'un coup, toutes les saisons d'un coup d'une série, ça fait effectivement, on voit nos utilisateurs qui font des marathons complets, des week-ends entiers à regarder 8-10 épisodes à la suite. Et je pense que ça, c'est un peu la beauté du modèle. Et donc voilà, mais je pense qu'il y a ce point après sur combien ils en consomment. Comme je disais tout à l'heure, on est sur des chiffres. Moi, je parle pas en termes on regarde pas forcément. Enfin, bien sûr, on regarde tout, mais on ne regarde pas forcément tel contenu. On regarde quel est ce qu'on appelle nous les viewing hours, donc quelle est l'audience, en fait, combien de temps un utilisateur regarde, et on se rapproche de plus en plus au chiffre de la consommation de la télé, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, moi, j'ai pas accès à ces chiffres puisque nous on est un peu le middleman. Donc les plateformes ne communiquent pas ce type de données, mais en tout cas, c'est vrai que
Je pense que la typologie des consommateurs est complètement différente. C'est vrai qu'en SVOD, bon, les gens, c'est vrai qu'ils sont boulimiques. Pour eux, c'est limite qu'ils pensent que c'est gratuit, qu'ils consomment. Voilà. Sur une démarche transactionnelle, donc tout ce qui est Amazon, enfin quand je parlais de iTunes, où c'est vraiment à l'achat ou à la location, bon, les gens, c'est vrai que l'acte maintenant d'acheter un film, ils vont aller jusqu'au bout, je pense. C'est assez différent. Alors qu'en SVOD, c'est vrai qu'on est plus sur du zapping, on regarde, ça nous plaît pas, on passe. Donc c'est vraiment des approches vraiment différentes. C'est vrai que bon, la SVOD, c'est plus comme de la pay TV, je dirais. Donc c'est vrai même Bon, c'est plus je vois les gens recherchent plus de l'exclusivité, c'est pour ça que maintenant, avant tout était ouvert, maintenant on voit qu'il y a une vraie différence entre le transactionnel qui est un peu comme un magasin. C'est vrai que voilà, sauf que c'est illimité. Avant, c'est vrai qu'un DVD, pour avoir une visibilité dans un magasin, il fallait en enlever un autre. Maintenant, pour en avoir autant qu'on veut, une fois que le film est disponible sur Amazon ou sur iTunes, il est illimité en fait, a priori. Donc c'est vraiment deux approches vraiment différentes. Autre question qui sera vraiment assez... je pense qu'on a plus de questions que de réponses là, hein, pour l'instant. Mais c'est normal. Enfin, non, mais c'est aussi la mise en avant des œuvres. C'est-à-dire que là, j'en parlais à Olivier hier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment on a l'impression pour des œuvres... Alors, je mets de côté les House of Cards, etc., qui sont vraiment l'événement et qui boostent aussi les marques. Enfin, Netflix en l'occurrence. On a d'un côté le cinéma où donc on va avoir beaucoup d'affiches, beaucoup de presse, les jours ou les semaines en fonction des budgets de sortie qu'on a pour un film. Le film sort le mercredi, en général le dimanche ou le mercredi d'après, 90% des films sortent. Et donc on a une visibilité qui est ultra courte. Alors ce qui empêche en France en tout cas, et là pour le coup je pense que c'est à peu près pareil, peut-être même encore pire aux États-Unis, l'effet du bouche à oreille qui avant était beaucoup plus important parce qu'il y avait moins de films, donc les films restaient beaucoup plus longtemps sur les écrans. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir des Netflix ou des Watchever où il y aura potentiellement des dizaines de milliers de titres et où on sera évidemment noyé dans la masse parce que pas très peu seront sur la homepage. Alors il peut y avoir des homepages, j'imagine, personnifiées en fonction des goûts de chacun. Ce qui amène aussi qui soulève aussi d'autres questions, mais c'est comment, voilà, entre ces deux systèmes où on peut être éternellement dans un magasin virtuel qui comprend des milliers d'œuvres et rester 5 jours à l'affiche. Voilà. Comment faire exister son œuvre. Je pense qu'il y a un sujet qui est quand même super intéressant dans le digital, c'est justement le fait, ce qu'on disait tout à l'heure, de connaître les consommateurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a aussi développé dans notre service, c'est qu'on a un algorithme qui analyse effectivement la consommation de l'utilisateur, les notations, etc. Et tout son historique est analysé et mis dans un algorithme qui va nous permettre de recommander aussi des contenus. Et ces contenus, c'est potentiellement des contenus qui n'auraient jamais été mis en avant par une équipe éditoriale, même si on a aussi une éditorialisation de notre service et qu'on a une équipe d'experts films et séries qui poussent des contenus, qui poussent des documentaires, qui changent la programmation 3 fois par jour en fonction de l'heure, parce que les gens ne regardent pas la même chose à 10h du matin qu'à 22h, etc. Un peu à l'image de la télé. On a quand même, en plus de cette couche d'éditorialisation humaine, on va dire, on a une recommandation basée sur l'intelligence artificielle qui permet à l'utilisateur de découvrir des nouveaux contenus. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que potentiellement, la première fois, il va peut-être un peu être... il va pas être sûr de cliquer. Il va cliquer sur un contenu qu'il connaît pas et on lui a dit ça, c'est basé sur ce que tu as regardé hier et avant-hier. Est-ce que tu as noté? Tu devrais regarder ça. Il va regarder ça et tout d'un coup, il va rentrer dans une logique positive où il va se dire « Ah putain, mais c'est top ce contenu !» et va découvrir des nouveaux contenus qu'il n'aurait jamais forcément trouvé en VOD, où il faut passer par un moteur de recherche ou effectivement un site à la iTunes. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires, donc il ne va pas forcément laisser, un peu à l'image d'un cinéma, mettre en tête d'affiche pendant une semaine un mini-film, etc. C'est pas possible parce que ça ne rentre pas dans le modèle économique. Nous, potentiellement, ça rentre dedans. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la découverte de contenu. Et l'autre point qui est quand même assez fabuleux par rapport à Internet, on n'a pas parlé, même si l'expérience ultimative, mélange d'allemand de temps en temps, c'est de regarder sur une télé. On a toute la consommation aussi en mobile, c'est-à-dire en mobilité. Nous, on a une consommation de films sur iPad qui est monstrueux, quoi. C'est iPad ou tablette, c'est énorme. Et quelle est la différence? Alors,
je parle pas du cinéma, mais les gens regardent quand même des films et qui le regardent sur une télé, sur une tablette ou sur un smartphone, au final ils regardent et consomment du contenu, et je pense que ça c'est des opportunités qui sont super intéressantes parce que ça ouvre des portes plutôt que ça enferme. Merci beaucoup, on va bientôt arrêter, on pourrait en parler des heures, c'est le sujet est quand même... déchaîne un peu les passions. Avant de donner la parole, si quelqu'un dans l'audience veut poser une question, je pose la question à chaque masterclass. Quel conseil ou quel petit mot avez-vous envie de dire aux jeunes producteurs, aux jeunes réalisateurs qui nous regardent, puisque c'est essentiellement eux à qui sont destinés ces masterclass, sur le mot de la fin sur risque ou opportunité. Est-ce qu'il ne faut pas mieux essayer justement de voir l'opportunité et d'adapter du coup sa propre réflexion sur ses propres productions à ce modèle émergent? Je vais commencer par David parce que c'est le producteur présent ici et j'aimerais l'entendre sur ce point. Non, mais évidemment qu'il faut en tenir compte, évidemment qu'il faut réfléchir à comment on va faire avec demain. Enfin, et pas avec en tant qu'ennemi, mais en tant qu'allié. Enfin, je veux dire, le cinéma existait avant la télé, la VHS et le DVD, et existera après Internet. Donc je pense qu'il faut être ouvert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se bloque et qu'on dise non, Internet, c'est comme refuser de penser que la Terre est ronde. Hein, maintenant, on sait qu'elle est ronde, on fait avec. Hein. Donc là, c'est exactement pareil avec Internet. Donc voilà, je pense que nous, producteurs, on doit être ouverts à ça, réfléchir à des nouveaux modèles économiques, même de fabrication. Tu vois, je pense que on fabrique trop cher les films, en France notamment, et être aussi vigilant. C'est-à-dire effectivement faire attention à ce que les 5, 10, 15 années qui viennent ne soient pas dévastatrices, c'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à pouvoir vivre de son art. Je pense que David a apporté la meilleure réponse en tant que producteur. Je pense surtout pour les jeunes réalisateurs, les jeunes talents de demain, il faut continuer à se battre. Je pense que le digital, il ne faut pas le voir comme une crainte, il faut pouvoir l'utiliser de manière intelligente. C'est un peu ce qu'a dit David. Ça ouvre des opportunités, aussi même après dans la promotion du film. Et je pense que c'est un point qui est intéressant. De plus en plus, le marketing du film peut se faire en amont aussi. Alors, je parle plus en tant que homme du marketing, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a souvent eu le marketing du film, c'est fait quand le produit était fini. Le digital permet effectivement de changer un peu la règle et de trouver des concepts innovants. On a vu pas mal de films qui ont été aussi financés via du crowdsourcing. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant aussi, puisque c'est aussi lié au digital, et ça a ouvert des opportunités. On a dans la musique des exemples type My Major Company où les internautes financent les projets. Je pense que là on n'est pas sur les mêmes montants dans le film, mais il y a des opportunités, et donc il faut surtout continuer à se battre. Je pense que c'est un métier qui est pas facile quand on débute. Et je pense qu'il faut continuer à se battre et essayer de voir justement toutes les opportunités qu'ouvre le digital, ne pas en avoir peur et faire parfois en fonction de l'œuvre. Hein. Il y a des formats qui sont plus difficiles que d'autres dans le digital. Et je pense il faut les exploiter à fond et surtout continuer à créer, parce que c'est ça le plus important au final, c'est que quel que soit la chaîne télé, les cinémas, la SVOD, la VOD, on a besoin de contenu, on a besoin de bon contenu, on a besoin de bons films, on a besoin de bonnes séries, et c'est surtout ça qui compte, quoi. Ouais, c'est vrai. En note positive, moi le constat que je remarque, c'est que finalement un bon film, maintenant en fait, il trouve son audience, il va se vendre. Je dirais qu'avant, il faut d'abord qu'il trouve une petite visibilité, c'est vrai. Ça c'est la clé du futur, ce sera vraiment le marketing. Mais avant, j'ai l'impression qu'un film, on investit beaucoup d'argent en marketing, les gens y allaient, parce qu'on a été bombardés de marketing, et voilà, le temps qu'on se rende compte que c'était un film de merde, c'était trop tard, les gens l'avaient déjà vu, etc. Maintenant, je pense que la sanction, elle est immédiate, en salle, les gens, t'as beau faire je sais pas combien de campagnes de pub, les gens en 3 secondes, ils se tweetent, ils disent ce film est nul, terminé. Alors que sur internet, je vois des petits films, finalement, sur le long terme, ils se vendent. Voilà, il suffit que tu aies des bonnes critiques. Quand on dit bon film, il peut trouver sa communauté partout. Voilà. Alors ça va mettre du temps,
Et la clé de tout ça, je pense, l'avenir, c'est vraiment le marketing, c'est comment tu vas trouver cette communauté, comment tu vas la créer. Et bon, je pense qu'il y a un avenir pour tout le monde. Et c'est vrai que, comme tu disais, voilà, il faut évidemment du contenu. La clé de tout ça, c'est qu'évidemment du bon contenu. Voilà, mais du bon contenu va trouver son audience et va pouvoir après, bon, des modèles financiers pour financer tout ça et que tout le monde y gagne. Je pense sont encore à se développer. Voilà. Mais je pense que c'est positif là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que quelqu'un veut poser une petite question? On a un producteur avec nous, Emmanuel, une petite question. Bonjour, oui, j'avais une question. En fait, même si moi je produis pas de court-métrage, mais est-ce qu'il existe des offres de VOD ou de SVOD sur le court-métrage et qui pourraient aider justement aussi de faire émerger des jeunes réalisateurs qui existent et donc qui pourraient être vus dans le monde entier dans ces systèmes-là, quoi. C'est la question parfaite pour notre partenaire Short Film Corner. C'est l'instant Short Film Corner. Peut-être répondre. Alors, je ne connais pas toutes les plateformes qui existent au monde. Hein. Les plateformes, c'est comme des magasins en fait. Voilà. Donc, dans les magasins généralistes, je pense que iTunes a un petit corner de court-métrage. Donc, là, ils sont visibles. Après, est-ce qu'il existe une plateforme qui fait que du court-métrage dans le monde? J'imagine. Après, c'est toujours pareil. Il faut que cette plateforme elle fasse son marketing, qu'elle existe. C'est comme le petit disquaire du coin, voilà, il faut le connaître, quoi. Donc c'est sûr, mais en tout cas j'ai l'impression que ces grands magasins, quand je parle long métrage, documentaire, séries télé, ils ont toujours une petite offre de court métrage, quoi. Donc bon, je pense que c'est après c'est toujours pareil, c'est le marketing, il faut les rendre visibles, quoi. Il faut créer sa communauté, ce sera toujours pareil. Je sais pas, toi tu distribues des... Non. Univers Ciné, qui est un des leaders, en tout cas un des acteurs les plus connus en France en VOD, propose des courts-métrages. Voilà. Les miens ils sont souvent d'ailleurs bien chartés, ils sont dans les 100 premiers. Donc non, ça existe. Merci beaucoup. Une autre question éventuellement, ou on va en rester là. On a fait une longue masterclass. Merci beaucoup à tous les trois. Pour votre participation. On était donc sur la plage Ciné Guinguette à Cannes, la plage du Grand Hôtel, au cas où personne ne l'aurait remarqué. Je crois que tout le monde l'a remarqué parce qu'on a beaucoup de monde. Demain, on a une masterclass avec Studio Canal, M6 Film et Orange Cinéma Série, toujours à destination du jeune producteur. Comment on envoie un scénario à ce genre d'acteur, à quel moment le bon timing et quel projet risque d'être pris rapidement ou non. Alors ça va vraiment vous intéresser. Je vous dis à demain, très bonne journée, notamment sur la plage Ciné Guinguette. Merci à tous, au revoir.